Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Ali Bongo décrit à la justice française les conditions de sa séquestration. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise a joué un rôle déterminant dans la chute de Goma et Bukavu, selon un rapport de l'ONU. Troisième sujet, nous parlerons du Ghana. Le Premier ministre Narendra Modi en visite à Accra. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, une marche pacifique prévue pour ce 5 juillet à Lomé. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi, tous deux des juristes. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mon cher ami et co-débatteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Samir Ourosama. Vous êtes également juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Agoy-Niveau 1, c'est dans le Grand Lomé où je suis candidat pour les élections locales du 17 juillet 2025. Je lance donc un appel citoyen aux habitants électeurs à se mobiliser massivement dans les villages et quartiers autour de la liste du cercle des leaders émergents à promouvoir et à faire rayonner notre programme de société pour un développement local inclusif et participatif et l'amélioration du cadre de vie dans notre commune à Agoy-Niveau 1. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup. À vous, Samir, d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Après, il faut aller voir le comptable. Merci, monsieur le conseiller municipal. On vous le souhaite vivement. Après, vous passez régler justement votre facture. Alors, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon, ou plutôt de la France, pour parler d'Ali Bongo, qui a décrit à la justice française les conditions de sa séquestration. Ali Bongo Ondimba, ex-président du Gabon déchu par le coup d'État, a été entendu ce 1er juillet à Paris par deux juges d'instruction du pôle spécialisé dans les crimes contre l'humanité. Il a décrit les conditions de sa séquestration, selon lui, séquestration arbitraire, détention illégale et actes de torture et de barbarie depuis qu'il a été emporté par ce coup d'État d'août 2023 au Gabon. On sait que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a déposé Ali Bongo, a géré la transition avant d'organiser des élections. Pendant tout ce temps, Ali Bongo était en détention jusqu'à sa libération en mai 2024. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Ali Bongo et sa famille ont porté plainte pour séquestration, détention illégale, actes de torture et de barbarie. Et donc, il est écouté par la justice française. Oui, c'est ce à quoi on a eu droit ces derniers temps, comme quoi la famille Bongo, avec leur chef en tête, Ali Bongo Ondimba, ont quand même porté plainte devant la justice française pour séquestration et autres, là, après le coup d'État militaire perpétré contre lui par son aide de camp, Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon, aujourd'hui, moi je me dis, c'est de la mauvaise foi, tout simplement, parce que Ali Bongo Ondimba, durant son arrestation, si je peux le dire ainsi, parce que lui-même il n'était pas véritablement très libre de ses mouvements depuis son AVC et autres, là, c'est toujours des prises en charge médicales et autres. Du coup, il n'a pas été emprisonné, il était dans une résidence, il était surveillé, ses médecins arrivent à le voir, lui-même, parfois il sort même des vidéos, là, nous nous souvenons très bien de Make Noise, il a eu à faire cette vidéo-là. Donc ça, du coup, c'était juste dans les circonstances même du coup d'État. Oui, c'est dans les circonstances. Il parle d'une séquestration. Oui, mais dans les normes, vous aurez pu constater que si réellement il représentait un danger et qu'on voulait le torturer, on ne permettrait même pas qu'il ait accès quand même à quelqu'un qui va lui faire une vidéo pour alerter la communauté internationale, qu'on sait très bien que c'est un ancien chef d'État, quelqu'un qui a un carnet d'adresse très poussé, qui a des relations et qui peut faire intervenir des groupes peut-être pour le sauver à un moment donné. Du coup, on lui a laissé une certaine lassitude. Il a été très bien traité
pendant cette période-là, parce que vu son état de santé, si on ne l'avait pas bien traité, s'il n'y avait pas de prise en charge médicale, si ses médecins ne continuaient pas à le suivre comme cela se doit, je ne suis pas sûr qu'il pourrait garder sa bonne santé, sa bonhomie jusqu'à ce qu'il soit relaxé, qu'il parte en France. Donc à un moment donné, il a parlé d'isolement et autres. Bon, c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu coup d'État, on parle de renversement de l'ordre normal des choses dans un pays. Du coup, on ne peut pas le laisser courir comme il veut. Et il a parlé aussi de sa famille. Bon, son fils Noureddine et sa femme et autres là qui ont été séquestrés. Il a parlé de torture. Moi, je ne sais pas ce qu'ils appellent par torture, quand on sait très bien ce que la famille Bongo a fait subir à des leaders politiques entre-temps. On a vu comment sous lui-même, Ali Bongo, il y a eu des détentions arbitraires, il y a eu des cas de torture qui ont été perpétrés contre des leaders politiques, contre des étudiants et même contre ceux-là qui ont tenté un coup d'État contre lui-même, un coup d'État qui a duré seulement quelques heures. Donc, à un moment donné, il devait s'estimer heureux par rapport au traitement qui a été fait de sa personne après son renversement du pouvoir. Donc moi, je me dis juste que bon, c'est une manière de faire en sorte qu'on parle encore de lui pour avoir une certaine légitimité encore aux yeux de la communauté internationale. Sinon, il devait s'estimer très heureux par rapport à ces conditions de détention-là. On sait très bien aussi, Brice Oligui Nguema, pendant que Ali Bongo était dans sa résidence surveillée, il s'est déplacé pour aller en France et tout. On connaît la relation de la France avec le Gabon. Et Brice Oligui Nguema ne pouvait pas se permettre un certain nombre de choses contre l'ex-chef d'État, qu'on sait très bien qu'il y a aussi un lien de familiarité entre les deux. Donc, pour moi, il devait s'estimer heureux, lui, sa femme et son fils Noureddine, que bon voilà, la justice gabonaise n'ait pas été loin en les gardant beaucoup plus longtemps, et même lui qui a été très bien suivi, contrairement à d'autres présidents qui ont été renversés en Afrique. On sait comment le traitement se fait, mais lui, il a été très bien traité selon mon analyse personnelle. Est-ce que pour des affaires de protection des libertés individuelles, on doit vouloir comparer entre une situation et une autre, Gabin? Non, je ne suis pas du tout dans la comparaison. C'est pourquoi je dis que il a été traité de manière élégante par le régime putschiste, l'ex-régime putschiste de Brice Oligui Nguema. Quand on sait que lui-même, quand il était président, il a eu à emprisonner des gens, il a eu à torturer des gens. On se souvient de Bertrand Abégué, Landry Amiang, Oyougou. Ce sont des gens qui ont été maltraités par ce régime Bongo-là. Donc, à un moment donné, il faut se dire que lui, on ne lui a pas même fait la moitié ou bien même le un tiers de ce qu'il a eu à faire subir à ses opposants d'hier. Donc, moi, je pense qu'il devait s'estimer heureux, très heureux d'ailleurs, du traitement qu'il a eu, parce que si on voulait le traiter comme lui, il a eu à traiter les autres, je ne suis pas sûr qu'il s'en sortirait vivant. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao. Alors, Samir Ourosama, l'ex-président Ali Bongo Ondimba, a expliqué à la justice française dans quelles conditions il a été gardé. Je rappelle qu'il a été privé de ses libertés pendant 21 mois à la suite du coup d'État. Écoutez, Guillaume, ils vous en souviennent que déjà en juin, une information judiciaire avait été ouverte contre X pour torturer, actes de barbarie, enlèvement et séquestration en bande organisée. Donc aujourd'hui, c'est une suite logique parce qu'en fait, ils ont recouvert une liberté provisoire parce qu'ils ont été transférés vers Luanda, l'Angola. Ensuite, je pense que sa femme et son fils se sont rendus à Londres, en Angleterre. Donc, ils jouissent d'une certaine liberté de mouvement. Donc, quand vous êtes dans une certaine liberté de mouvement, même si leur procès est en attente, je pense qu'ils sont en train de profiter donc de cette liberté-là, de cette liberté provisoire, parce qu'ils ne sont pas sur le territoire gabonais. Et donc là, ils ont été écoutés par deux juges d'instruction, donc du pôle crime contre l'humanité, donc du tribunal de grandes instances de Paris. Donc par rapport à cette plainte qui a été déposée donc auprès de cette juridiction pour séquestration arbitraire, pour torture et tout ce qui s'ensuit véritablement.
Mais à la lumière de ces événements qui se produisent depuis janvier, et là aujourd'hui avec cette écoute qui a été constatée, et donc l'ex-président Ali Bongo, sa femme Sylvia et puis son fils Noureddin qui ont été écoutés comme partie civile. Donc ils ont le statut de victime parce que dans cette affaire, c'est eux qui s'estiment avoir été victimes de mauvais traitements, de torture et puis d'un certain nombre de pratiques et tout cela. Mais après, je pense que cela nous amène à nous interroger sur un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que la famille Bongo a décidé de porter plainte à Paris? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas confiance à un système judiciaire qu'ils ont contribué à mettre en place? Ça doit pouvoir nous interroger. Ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes, ils ne font pas confiance au système judiciaire gabonais parce qu'ils savent véritablement que c'est un système corrompu. C'est un système qui est toujours à la solde donc du régime en place. Et aujourd'hui, celui qui est à la tête du Gabon, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est lui qui est l'homme fort donc du Gabon. Et le deuxième élément, c'est que quand vous prenez l'histoire du Gabon, que ce soit à l'époque de Omar Bongo, qui est considéré comme le pilier de la France-Afrique, qui a véritablement contribué au rayonnement donc de la politique française entre 1967 et 2009. Et ensuite, nous avons vu Bongo, au début donc de sa gouvernance, au début donc de son pouvoir, cette proximité avec Paris. Et par la suite, il a commencé par se détacher donc de Paris. Il a commencé par mettre en jeu les enjeux de la France, non seulement au niveau donc du Gabon, mais également de façon globale avec son influence au niveau donc de la CEMAC et tout. Donc en fait aujourd'hui, vous comprenez le contexte dans lequel nous sommes retrouvés, il y a de cela quelques mois déjà, à partir d'août 2023, où le coup d'État a été consommé, avec l'arrivée au pouvoir de Clotaire Oligui Nguema, qui est considéré comme un pion de la France aussi, parce que les analystes estiment que c'est la France qui a contribué à ce que ce coup d'État survienne au Gabon. C'est la France qui a décidé donc de changer Ali Bongo donc du pouvoir, parce qu'en fait il ne permettait pas à la France de pouvoir protéger donc ses intérêts nouveaux donc du Gabon, parce qu'Ali Bongo a diversifié donc ses relations économiques, ses relations politiques, donc il ne s'attache pas véritablement à la France. C'est comme on le dit, quand vous avez un élève qui a du mal à vous obéir, qu'est-ce que vous faites? Vous punissez l'élève. Donc le coup d'État a été une punition de la France contre Ali Bongo. Et aujourd'hui, quand vous comprenez, parce que Ali Bongo même est conscient que la France a joué un rôle déterminant dans le coup d'État qui est intervenu. Et aujourd'hui, vous voyez ce Ali Bongo même, il n'a pas vu autre pays que la France pour aller porter plainte. Donc en fait, ils sont dans un jeu pour dire qu'en fait, l'actuel président, le général Clotaire Oligui Nguema, qui est un ami donc de la France, parce qu'il a déjà effectué, je pense, deux voyages officiels, plus de 2 voyages officiels en France. Nous avons vu Macron aussi, qui a également pris la parole pour saluer donc l'arrivée au pouvoir de Clotaire Oligui Nguema. Et nous avons vu également des personnalités publiques françaises qui ont effectué des voyages officiels au Gabon. Cela montre une certaine proximité, mais en fait, c'est pour lui dire qu'en fait, il y a une instruction qui est en cours contre toi. Et donc, nous avons quelque chose contre toi. Et en même temps, lui aussi, il peut se dire que pour garantir ma place, je dois pouvoir faire en sorte que les intérêts de la France soient protégés donc au Gabon. Et donc, cela reflète un contraste, véritablement un contraste politique, mais également un contraste des enjeux économiques véritablement. Et c'est déplorable parce que nous sommes dans une phase d'attente donc d'un procès, puisque les autorités gabonaises ont promis qu'il y aura un procès équitable contre non seulement l'ancien président Bongo, mais également contre sa femme, accusée donc de détournement de fonds publics, de faux usage de mauvaise gouvernance et tout. Et donc vous voyez un pays comme le Gabon qui est depuis 55 ans déjà, un pays riche en pétrole, un pays riche en ressources naturelles, et dont les richesses ne profitent pas véritablement au Gabon, parce que beaucoup d'opposants
ont accusé donc le régime depuis le temps du père, donc Omar Bongo, jusqu'au temps de Ali, même aujourd'hui au temps de Clotaire Oligui Nguema, que la richesse du Gabon est accaparée par une élite bourgeoise gabonaise. Donc il y a une certaine corruption massive, une certaine mauvaise gouvernance, parce qu'au lieu de penser aux intérêts des Gabonais, on est en train de livrer donc les richesses du pays aux puissances occidentales. Merci véritablement. Beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.